breezy and bright, 'cause the world needs your love to find harmony. Together we can raise our world and walking to the light, and somewhere in the sky our love is fled away and followed us home. Alors, Lily, ce soir, ce n'est pas la Vénusienne que nous allons accueillir, mais c'est le docteur en communication. Hein, c'est bien ça, tu es docteur en communication? Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Et je suis spécialisée dans ce qu'on appelle la sémiologie des médias. Donc ça fait de moi, on va dire, une experte des récits médiatiques. Ouais. Parce que ce soir, on voulait aborder justement par rapport à ces récits médiatiques, la manipulation de l'information par les médias. Voilà. Ça, c'est un gros sujet. Hein. C'est un gros sujet qui est très important puisqu'on voit beaucoup sur Internet de dénonciations par rapport et de mise en garde justement par rapport à ces médias. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de choses pédagogiques qui nous enseignent justement à décoder les médias. Donc, je pense que c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce sujet, quoi, et puis pourquoi pas d'avoir quelques outils, que ce soit pour soi, pour les autres ou pour nos enfants. Tout à fait. Je pense d'ailleurs qu'on devrait enseigner ces choses-là à l'école. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, peut-être même une quinzaine d'années, d'être tombé sur un documentaire de France 3 à l'époque, qui montrait deux plans séquences, donc d'une minute, on va dire, les mêmes images, le même documentaire, mais avec des commentaires complètement opposés. Et c'est vrai que en fonction du commentaire, eh bien, les mêmes images ne voulaient plus dire la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, faut vraiment être vigilant parce qu'on peut nous faire croire, nous faire gober n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce soir ce que tu vas essayer de montrer. Bah oui, et puis pour rebondir immédiatement sur ça, c'est vrai que la télévision, hein, particulièrement parce que c'est l'image en mouvement et qu'elle nous fait la promesse en fait de ce qu'on appelle la simultanéité, tu vois, quand on est dans le direct live ou qu'on assiste à un événement en direct, tu vois, ou en tout cas dans les conditions du direct, on a cette sensation que c'est forcément le réel auquel on est en train d'assister. Tu vois, si on prend le 11 septembre, au moment où on allume notre télévision et qu'on assiste en direct à l'arrivée de l'avion dans la seconde tour et puis à l'effondrement des tours, on a cette évidence, cette sensation qu'on est face au réel et que quelque part, il n'y a pas d'écriture puisque c'est en direct. En réalité, cette idée-là est fausse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un média, on est nécessairement dans l'écriture. Et ne serait-ce que finalement de choisir de montrer une réalité, le simple fait de mettre l'attention publique sur une chose, c'est-à-dire c'est signifier son importance, et c'est d'ores et déjà en réalité conditionner nos cerveaux à comprendre ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Tu vois, par exemple, le 11 septembre, c'est sûr que c'est un événement, on va dire, majeur dans le monde occidental, hein, mais il y a toute une série de choses, de sujets, en fait, dont les médias vont parler, choisir de parler, au détriment d'autres sujets dont on ne parlera pas, qui vont quelque part définir nos sens des priorités. Nous dire, voilà, peut-être pas à prime abord, en tout cas, ce qu'il faut penser du monde, mais en tout cas, ce à quoi il faut penser dans le monde. Voilà, et tu vois, cette première approche, en fait, ce choix déjà de traiter telle information est en soi déjà une forme de subjectivité et d'influence sur nos perceptions du monde. D'ailleurs, ce premier effet, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet d'agenda. C'est-à-dire que les médias vont proposer ce qu'on appelle un agenda médiatique. Ils vont nous donner des rendez-vous très précis à certaines dates, les élections présidentielles, les Jeux Olympiques, et puis ils vont mettre l'attention à un certain moment quand il y a un événement exceptionnel, par exemple, et ils vont donc focaliser cette attention à un endroit ou à un autre. Alors ça, on peut observer même ces tendances-là quand il y a des sujets qui peuvent déranger. Par exemple, on se souvient quand en 2007, Nicolas Sarkozy venait d'être élu président de la République et qu'il recevait Kadhafi à Paris.
Et il y avait eu toute une histoire autour de cette visite de Kadhafi. Et comme on voyait bien que ça créait de la mauvaise presse en fait pour Nicolas Sarkozy, que ça commençait à questionner la France les citoyens par rapport au fait que la France vendait des armes, eh bien, on observe que c'est à ce moment-là qu'on a fait, comme on pourrait dire dans la vie politique, un contre-feu et qu'on a fait émerger Carla Bruni d'un chapeau. Pouf. Donc on a déplacé l'attention publique à un endroit autre pour faire oublier en fait une actualité qui dérange. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut déjà souligner comme ça de manière très évidente et qu'on peut observer en fait chaque jour dès qu'on est en contact avec un média. Parce que cet effet d'agenda, en réalité, c'est ce qu'on appelle aussi la hiérarchisation de l'information. On va le retrouver dans le fait de dire, par exemple, cette information sera à la une du journal. Et le fait de mettre cette information à la une du journal, c'est dire, ça, c'est le sujet majeur. Et j'invite chacun à comparer, parce qu'aujourd'hui, c'est génial, avec le replay, on a la possibilité de comparer les différents journaux qui sont diffusés en même temps. Donc, par exemple, sur les grandes chaînes, le journal de 20 heures. Et c'est très intéressant d'observer les titres. Vous n'avez même pas besoin de regarder le journal en entier. Vous observez juste la une, les titres, là, le petit résumé qui dure même pas 5 minutes et qui va nous donner le sommaire du journal. Et quand on passe d'une chaîne à l'autre, on va se rendre compte que ces informations, il y a une espèce de consensus. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des événements majeurs surtout, il y a un consensus sur celui qui va faire la une. Et puis bon, il y a des consensus d'intérêt. Hein, on l'a vu pendant la campagne présidentielle avec toutes ces unes consacrées à Macron quand même. Il y avait un consensus de l'ensemble des médias pour lui donner la place de premier plan dans l'actualité, puisqu'il était sur toutes les couvertures, etc. Tu vois ? Donc, il y a effectivement, que ce soit dans la presse papier, à la radio ou à la télé, il y a une hiérarchisation de l'information. Souvent, donc, effectivement, on observe des similitudes, mais on observe aussi des différences. C'est-à-dire que souvent, sur les 2, 3 ou 4 ou 5e informations suivantes, il va y avoir un classement différent selon les chaînes, selon les journaux et selon les intérêts politiques de ces journaux. Alors, je pense qu'il faudra qu'on parle de ça aussi. Alors, il se trouve que j'ai cette chance d'avoir pu travailler pour l'industrie médiatique. Hein. C'est une industrie, il faut vraiment le concevoir. J'ai travaillé pendant plusieurs années, alors je ne peux pas vous les chiffrer comme ça, mais j'ai travaillé sur des émissions de télé-réalité, par exemple. Je travaillais à ce qu'on appelle l'écriture du réel. Hein, comment est-ce qu'on construit justement des récits à partir du vide, hein, parce qu'on se rend bien compte quand on regarde ces programmes de télé-réalité comme Love Story et Secret Story, etc., qu'on va raconter des choses à partir quand même de rien, tu vois. Donc justement, cette question de comprendre comment on construit l'information, comment à partir du rien on peut bâtir finalement une vision du monde, c'est des choses que j'ai pu explorer aussi d'un point de vue, je dirais, plus pragmatique. Hein. Je ne suis pas restée juste dans mes études et dans ma réflexion, même si évidemment je crois que les deux sont importants, de voir ce qui se passe et puis de confronter ça à l'analyse de ces médias. Oui, d'ailleurs, cette notion d'agenda, ça m'a fait penser à un fait divers qu'il y avait eu l'été 2003, où justement il ne devait rien avoir dans l'agenda des médias à ce moment-là. Il ne devait rien se passer parce que lorsque Bertrand Cantat a eu son malheureux geste qui a conduit au décès de Marie Trintignant, il y a eu une sorte de meute médiatique sur cet événement-là qui en temps normal aurait duré 2 jours, et puis là qui a duré, c'était vraiment ce qu'on appelle le feuilleton de l'été. Alors c'est très intéressant cette notion de feuilleton. Les analystes qui étudient les récits médiatiques ont observé qu'en réalité on a des vagues de 3 semaines sur des informations qui sont porteuses médiatiquement. Il va y avoir plusieurs phases de récit. Tu vois, par exemple, l'affaire de Bertrand Cantat, tu vas avoir effectivement l'annonce de l'événement lui-même. Puis ensuite, tu vas avoir les suites avec l'enquête, avec l'interview des différents protagonistes, les réactions de chacun, les réactions des hommes politiques. D'ailleurs, pourquoi à ce moment-là on retrouve les hommes politiques? Parce qu'il y a un feuilleton médiatique qui fait l'actualité. L'objectif d'un média, c'est évidemment de faire l'audience. Hein, on comprendra que évidemment un média est financé par les annonceurs.
même dans le cadre finalement de la télé publique, c'est-à-dire que c'est ceux qui diffusent de la publicité qui vont ramener de l'argent au programme, enfin à la chaîne, pardon. Et d'ailleurs, il y a cette phrase très connue de Patrick Lelay, qui est l'ancien directeur des programmes de TF1, qui disait finalement que son travail, c'était de vendre du temps de cerveau disponible. Donc en réalité, un média, son but, c'est de vendre l'espace publicitaire. Et pour vendre de l'espace publicitaire, il va devoir créer des contenus qui vont attirer l'audience. Donc en réalité, on a commencé d'ailleurs à faire de la télévision. Au départ, les programmes étaient financés par les marchands de lessive. C'est pour ça qu'on a parlé, tu viens de dire le feuilleton de l'été, en fait au départ de la télévision, il y avait les soap opéras. Soap pour savon, parce que c'était Procter & Gamble et les grands marchands de lessive, en fait, les grands industriels, qui finançaient ces productions. Tout simplement pour attirer les gens. On a créé des contenus créatifs pour vendre de la publicité. Tu comprends? C'est pour diffuser de la publicité, pour attirer les gens, pour capter notre attention. Donc, ces feuilletons, effectivement, quand un média sent qu'il y a là quelque chose de porteur, on est forcément déjà, il y a une star, enfin, il y a deux stars, il y a une histoire d'amour, il y a la mort, il y a la dynastie de ces personnages qui va être nécessairement un récit très porteur pour les médias, et donc tout le monde va s'engouffrer dedans puisqu'ils ont tous le même objectif qui est celui, encore une fois, de capter notre attention. Et les hommes politiques vont faire ce qu'on appelle la fameuse récupération. Un événement médiatique marche bien, et donc j'en profite pour trouver moi, en tant qu'homme politique, un espace de visibilité au sein de cette actualité. Alors justement, c'est intéressant de revenir sur la notion d'agenda parce que les hommes politiques ont également un agenda. C'est ce qu'on appelle l'agenda politique. Eux, ils ont des objectifs de communication et ils vont essayer, eux, d'amener en vérité leur problématique, leur sujet d'intérêt. On est bien d'accord qu'il est dans l'intérêt du Front National de parler d'immigration, de parler des problèmes qu'il y a avec les migrants, de parler des relations tumultueuses avec le Moyen-Orient, tu vois. Et il est d'intérêt, par contre, pour les écolos de parler des problèmes écologistes. Donc, en réalité, on va se trouver dans ce qu'on appelle un conflit, tu vois, des interprétations, c'est-à-dire que tous les acteurs qui viennent dans les médias essayent de nous convaincre de leur vision du monde. Et chacun essaie de ramener le sujet de l'actualité à son sujet. Alors, quand le sujet de l'actualité ne coïncide naturellement pas avec l'agenda de tel politique ou de tel média, est-ce que ce serait faire un raccourci de se dire que certains seraient tentés justement de créer l'actualité de façon à ce que l'actualité coïncide avec leur agenda? Alors là, c'est compliqué parce que c'est une question qui suppose quand même de faire un peu un procès d'intention. C'est-à-dire que, est-ce que on peut dire que telle personne, parce que je crois entendre la question qui pointe derrière ta question, est-ce qu'on irait jusqu'à, par exemple, faire une agression contre un juif, par exemple, pour favoriser la haine envers l'islam, par exemple? Par exemple, est-ce qu'on irait jusqu'à faire des attaques sous faux drapeau? Tu sais, c'est une expression qu'on emploie assez couramment, justement pour justifier l'agenda de certains politiques, voire de certains pays. Ça peut être à un niveau national, voire... Alors, la question, là, dépasse mon champ de compétences, parce que je ne suis pas dans la petite intelligentsia, dans l'élite dirigeante qui va décider ou non puisqu'on va faire des événements. Tu vois. On sait qu'à l'époque de Mitterrand, il y a eu une stratégie volontaire pour faire monter le Front National afin d'éradiquer l'opposition de droite, quoi, tu vois, parce qu'on savait que ça allait grignoter l'électorat de droite. Donc on a fait en sorte de favoriser cette montée du Front National. Et pour ce faire, on a effectivement, avec un faux porte-drapeau, on a pu diffuser dans des boîtes aux lettres des tracts soi-disant islamistes, mais qui n'émanaient pas en réalité des islamistes. Tu vois. Donc oui, on sait que ça, c'est des pratiques qui existent, qui ont été dénoncées. On sait que le champ politique ne lésine sur rien en ce qu'il s'agit de communication et d'influence. Mais
les outils, encore une fois, qu'on a à disposition, là, aujourd'hui, sont suffisamment puissants pour nous conduire, en fait, assez facilement là où les médias ou les hommes politiques souhaitent nous conduire. Et je parle d'un exemple très simple sur la vie politique, par exemple, de ces conditionnements qu'on intègre. On voit bien que les hommes politiques, quand on analyse 3 secondes les débats, ben en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais de débat sur le fond. Il y a toujours des attaques qui sont faites sur la posture. Donc, par exemple, on voit bien en ce moment comment on est en train, par exemple, d'assimiler Mélenchon à Marine Le Pen. Tu vois, on est en train de repositionner le mot extrémiste, tu vois, pour l'amalgamer, pour le discréditer. Donc, on est dans des guerres politiciennes. C'est-à-dire que c'est les hommes politiques qui créent ça. Parce que c'est plus facile de discréditer le discours, une personne, de discréditer sa posture. Exemple, le débat Macron-Le Pen. Macron qui dit « Oui, mais vous êtes, Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, le diable en personne. Vous êtes finalement une entrave à la démocratie. Donc, on va dynamiter sa légitimité, tu vois, plutôt que de parler des idées politiques. Et elle a la même stratégie. Oui, mais vous, monsieur Macron, vous êtes le digne héritier de François Hollande et vous êtes aussi le mandataire du CAC 40. Donc, comme ça, on discrédite les postures, tu vois, c'est plus facile que d'avoir un débat véritable. Et observons que nous-mêmes, qui sommes influencés, imprégnés par ces stratégies, eh ben, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'il suffit que, quelque part, on entende quelqu'un nous dire un argument ou qu'il se réclame de quelqu'un pour qu'il soit plus crédible à nos yeux. Donc, on dynamite le discours. Voilà. Donc, on est imprégné par ces modèles, en fait, tout simplement, qui vont nous conditionner dans plein de choses. Tu vois, je vais donner un exemple très simple sur Facebook. Quand il y a un attentat, et c'est pas avec les élections présidentielles, les gens, au lieu de pointer du doigt, encore une fois, les responsables politiques eux-mêmes de la situation du pays, parce que c'est des responsables, on les a élus quand même, enfin pour ça à la base, eh bien ils vont se pointer du doigt les uns les autres. Ah, si Marine Le Pen, elle monte, si le Front National monte, c'est la faute des abstentionnistes parce qu'ils ne votent pas. Et puis il y en a un autre qui va dire non, c'est la faute de Mélenchon parce que Mélenchon, il fait du populisme et donc finalement il nourrit le terreau de Marine Le Pen. Puis il y en a d'autres qui vont dire ah bah non, c'est la faute des gens racistes. Tu vois. Et donc en fait, au lieu de pointer du doigt le responsable, on se pointe nous du doigt les uns les autres. C'est bien quand même que ils ont réussi, tu vois, à nous implémenter d'un truc, hein, à nous faire oublier que c'est eux les responsables. C'est très intéressant la stratégie Macron aussi, par exemple, de désolidarisation, et ça tous les hommes politiques qui veulent se faire élire à l'élection présidentielle vont le faire, ils vont se détacher du parti politique auquel ils appartiennent. Tu vois, pour dire, bah non, mais moi je suis pas l'offre politique que tu as déjà eue, je suis une autre personne. Tu vois, ils te font oublier qu'ils appartiennent à un parti et qu'en fait c'est les mêmes mecs, tu vois, seulement ils ont changé le bonhomme. Donc cette manipulation, on est tellement habitué que maintenant on n'y est plus sensible, on est moins crédule à ce genre de procédé, on va dire. Oui, et puis d'autant plus qu'il y a une surestimation qui est faite. Alors ça, c'est pareil, c'est des études sociologiques qui ont été faites sur les gens pour étudier leur rapport aux médias. Est-ce qu'ils pensent qu'un média est dangereux, manipulateur, etc. Et on se rend compte que souvent les gens surestiment le pouvoir d'influence des médias et sous-estiment en fait la capacité de résistance des gens. Donc ça, c'est une chose qui est très importante de dire parce qu'il faut arrêter de penser ou de faire, en tout cas, ce qu'on appelle la présomption de crétinisme. C'est-à-dire que l'autre, il est débile, il n'a rien compris, il est influent, il est influencé, il est crédule. C'est pas vrai. On se rend compte que les gens sont actifs devant les médias et qu'ils ont une capacité de résistance et de déformation quand même de ces biais d'influence que vont introduire les médias. Alors oui, il y a des choses évidentes, la sphère politique, les médias aujourd'hui, enfin en tout cas la sphère politique s'est discréditée d'elle-même par toutes les affaires, tous les mensonges, et puis aujourd'hui les nouveaux médias, les médias alternatifs nous permettent de pointer tous ces mécanismes. Donc c'est vrai que c'est un champ assez balisé. Il y a un champ néanmoins qui est moins balisé, c'est celui effectivement de cette mise en récit. Donc
si je poursuis ma réflexion de tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet d'agenda, de cette guerre finalement pour notre attention, d'accord, qu'il y a l'agenda médiatique, l'agenda politique, et puis l'agenda public aussi, puisque le public, lui, peut aussi, en faisant des manifs, par exemple, tu vois, attirer l'attention à lui. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui cette guerre de visibilité, tu vois, il faut monter dans le spectaculaire. C'est pour ça qu'on observe, par exemple, des grévistes qui vont séquestrer leur patron. Tu vois, c'est très violent quand même dans l'idée. Mais si tu fais pas ça, le média ne se déplace même plus. Donc, tu n'as pas ton espace de visibilité. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour l'effet d'agenda avec cette guerre entre les médias, la politique et finalement les citoyens, la société civile, pour imposer finalement les sujets d'intérêt dans la société. Et puis, il y a d'autres effets qu'on pourrait nommer les effets persuasifs de l'information. Alors, ces effets persuasifs, on va dire, sont relativement connus aussi, mais en même temps, ils sont tellement intégrés en nous qu'on ne les perçoit plus. Alors, j'ai envie de te faire jouer un petit jeu comme ça, si tu veux bien, et de te proposer justement d'observer deux images. Alors, deux images qui ont été prises du journal Libération de l'année 2005, si je ne dis pas de bêtises, et qui présentent en fait les transmusicales de Pékin. Donc, c'est des concerts de rock occidentaux qui ont été organisés en Chine, à Pékin. Et le journal Libération nous propose deux images différentes de cet événement. Donc, cette première image, quand on la voit comme ça, on l'interprète comment? On se dit quoi des transmusicales de Pékin? Toi, Antoine, quand tu vois ça, tu as l'impression que c'était un événement comment? Ah bah écoute, joyeux, ils sont tous en train de sourire. T'imagines une jeune fille en train de faire une farandole avec des policiers. C'est la joie, la bonne humeur, tout va bien. Voilà, puis on voit le bordel, là on sent que c'est vivant, tu vois, c'est très loin quand même de l'image de la Chine qu'on se fait en Occident, où la police, elle va pas rigoler, où ça va pas faire un pli, tu vois, on a la sensation, en tout cas, depuis notre point de vue de Français, que la Chine est un pays autoritaire quand même, d'accord? Donc là, il y a une représentation de cet événement qui est très lointaine de celle qu'on a habituellement. Et puis, alors, il faut maintenant la comparer avec la deuxième image, voilà, qui est présentée ici. Et c'est le même événement, le même jour, mais avant. Enfin, avant, pendant le concert. Alors, quand on voit cette image, comment on ressent les transmusicales de Pékin? Très encadré. Très encadré, tu vois, il n'y a pas un seul détritus au sol, les mecs, ils sont sérieux, ils ne bougent pas, on n'a pas l'impression que c'est très fun comme concert. C'est ça, on n'a pas envie de moufter, là. Alors, c'est un peu le jour et la nuit, comme on dit. Et ce qui est intéressant, et pourquoi je vous montre ces deux images... Bah, ils ont peut-être picolé entre les deux, non? Alors, je vais expliquer le sens des deux images, d'accord? Parce que Libération, qui, quand même, dans cet acte d'honnêteté, va présenter ces deux images et va nous expliquer quelle est la légende sous les deux photos. Alors, la première photo, donc, qui est celle de, j'ai envie de dire, la nuit, où on voit donc cette jeune femme faire ce qu'on a l'impression d'être une farandole. Libération nous précise qu'il ne s'agit pas d'une farandole, mais que c'est un cordon de sécurité qui est organisé par la police avec l'aide des manifestants pour canaliser la foule à la sortie de l'événement. Mais on voit bien que ça se passe quand même dans la joie, puisqu'ils sourient, etc. Mais ce n'est pas une farandole. Donc les images, déjà, sont trompeuses en ce qu'elles racontent, puisque si on n'a pas la légende, on a l'impression que ouais, la police, elle est venue faire la fête avec les manifestants quand même. La deuxième image, et la légende nous précise que les policiers sont à très grande distance des manifestants, qu'ils encadrent l'événement, mais de manière très discrète, et que certains d'entre eux se laissent aller au rythme de la musique, dodelinent de la tête, tapent du pied, et que donc finalement ils sont moins rigides, moins oppressants que ce que la photo nous propose de penser. Donc, deux choses à noter dans cette image qui va nous faire comprendre ce que c'est que justement cette premier effet de persuasion. Une image, elle a plusieurs significations. Donc, il va falloir réduire les possibilités d'interprétation de l'image, et pour ça, on va associer le texte et l'image. On va mettre des gros titres, on va mettre une légende.
ce qu'on appelle l'ancrage. Tu vois, ça va ancrer l'image dans une signification à laquelle tu ne pourras pas échapper. Parce que là, toi, tu n'es pas là. La photo, tout ce qu'elle te montre, c'est un instant T. Et donc, ce que tu vois est conditionné quand même par ce que le journaliste va t'en dire. Et la deuxième chose, qui est d'autant beaucoup plus importante encore que la légende et cette association image-texte qui va construire le sens, c'est la notion d'angle. Un journaliste, quand il va traiter un événement, il choisit ce qu'il va dire à l'avance sur cet événement. Est-ce que le patron, le rédacteur en chef de Libération, au moment où il envoie son journaliste, il lui dit « il faudrait que tu montres que la Chine s'ouvre à l'Occident et qu'aujourd'hui, le monde change ». Donc, le journaliste, partant dans cet angle-là, va tenter de trouver l'image qui va résumer cette idée le plus fortement. Il sera donc plus légitimement amené à publier pour son article la photo avec la farandole. Parce que c'est dans ce sens-là qu'elle va. On imagine bien que sur un même article, en fait, il n'y a souvent qu'une seule photo d'illustration. Donc, moi, je suis journaliste, je choisis laquelle pour te dire ce qu'étaient les transmusicales de Pékin. Voilà, donc ce choix de l'angle, en fait, c'est le regard, l'angle, hein, c'est vraiment, imagine, la réalité est une sphère, l'angle, c'est le point de vue qui va se poser sur cette sphère qui ne va n'en éclairer qu'une partie. Donc, c'est mon point de vue purement subjectif, c'est mon regard à moi sur cet événement que je vais livrer à l'autre et que je vais tenter de lui communiquer comme étant la seule vérité du monde. C'est un peu souvent ça qui se passe dans un média. Donc voilà, premier effet persuasif, tu vois. Bien sûr, mais là, du coup, il y a quand même une action volontaire de la part du média en question de faire passer tel ou tel message. Et donc, au final, qui décide de faire passer le premier message ou le second, et à qui profite le crime, on va dire? Très bonne question. Alors, c'est intéressant d'observer. Alors, ça, c'est ma pratique qui va parler. Évidemment, il est inutile, j'ai envie de dire, de redire quand même les collusions qui existent entre les médias et les groupes industriels, mais enfin, ils sont réels. Néanmoins, la pression est rarement explicite. Et il est rare, même si ça arrive, on en a des cas, il y en a eu encore un il n'y a pas très longtemps, que la sphère politique elle-même, par exemple, intervienne directement auprès des diffuseurs. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne reçois jamais une invitation à mentir. En fait, un journaliste, lui, à la base, il a envie de faire, il fait son métier parce qu'il l'aime et qu'il a vraiment cette foi en ce qu'il fait. Après, il a beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est qu'il fait partie d'un média qui a lui-même une identité, une ligne éditoriale. Quand tu regardes TF1, tu vois bien que c'est pas la même identité de chaîne, qu'il n'y a pas les mêmes types de propos que Arte. Il y a une grande marge, tu vois. Donc, il va s'adapter déjà à l'identité de la chaîne. Ensuite, il y a une pression implicite. C'est ce qu'on va dire l'autocensure. C'est-à-dire qu'on est auto-formé quand on construit de l'information, on est conditionné, comme tous les gens qui sont dans notre société. Les gens savent très bien ce qui est politiquement correct et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a parfois des citoyens qui viennent parler à la télévision, tu vois, par exemple au président de la République ou des choses comme ça. Et souvent, quand ils ne sont pas en présence de tout le dispositif médiatique, ça va être les premiers à l'heure. Ils vont être très forts, ils vont avoir une bonne répartie, ils vont avoir plein d'arguments. Mais retrouvez-vous devant des caméras, avec une audience, avec un public, avec la pression que vous subissez, vous allez voir que vous ne direz pas la même chose naturellement. En fait, spontanément, on s'auto-censure. Et les journalistes font la même chose. Ils s'auto-censurent parce qu'ils savent qu'il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Et il y a beaucoup de frustration chez eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui fait qu'il y en a plein qui désertent en fait les médias mainstream pour essayer des voies alternatives. Mais ça suppose, quand on est un journaliste et qu'on prend la voie alternative, de connaître beaucoup de précarité. Ah oui, ça c'est évident. Mais si tu veux, sur des sujets qui sont de politique intérieure,
On sait que certains médias sont plus de droite, d'autres sont plus de gauche. Donc on va comprendre qu'il va y avoir une mise en relation ou en mise en exergue de certaines images, de certaines informations en fonction de la couleur politique du média. Mais quand là on est sur du, tu vois, de l'information internationale, qu'est-ce qui va faire que le média va décider de passer plutôt tel message ou plutôt tel autre, sachant que l'impact est pas du tout le même. Moi j'ai un autre exemple là-dessus. Ça s'était passé en 2015. Il y avait eu, alors ça avait fait, 3 titres dans les journaux. Je crois qu'ils en avaient parlé, j'en suis sûr, ils en avaient parlé aux 20h une seule fois. Et cette information, eh bien, si tu t'arrêtais effectivement à la première information donnée aux 20h, ça allait être une information anti-russe. Et si tu creusais l'explication de l'événement, eh bien, tu t'aperçois que c'est peut-être plus une information anti-américaine. Alors je vais te la donner, cette information-là. C'était donc en 2015, on a retrouvé au Kazakhstan plus de 120 000 antilopes saïga mortes dans les grandes steppes. Et les médias mainstream français ont déclaré que c'était les vapeurs toxiques du décollage de la fusée Soyouz qui décollait à plus de 10 000 km du Kazakhstan, mais c'est pas grave, qui aurait effectivement contaminé ces pauvres antilopes, les aurait tuées. Et puis quand tu creuses, tu t'aperçois que ces antilopes, elles ont été décimées par un virus assez particulier, et que bizarrement, mais là l'information tu la trouves que dans des journaux russes, bizarrement, les États-Unis ont implanté au Kazakhstan des laboratoires justement de recherche sur des virus mortels. Alors est-ce que c'est en vue d'armes bactériologiques, ça c'est un autre sujet, mais l'information, en France on n'avait pas cette information-là. Voilà. Et il s'avère que la fusée, elle était vraiment en rien responsable du massacre de ces antilopes. Donc là, moi, ce sur quoi je m'interroge, encore une fois, c'est à qui profite le crime? Pourquoi est-ce que la direction de tel journal, voire même de tous les journaux français, vont présenter l'information comme étant une information au final anti-russe? Parce que Soyouz, c'est russe. Tu vois, l'indépendance, là, elle est où? Pour moi, il y a bien quelqu'un à un moment donné qui leur dit faut partir là-dessus. Non. Alors ça, encore une fois, tu vois, c'est là où c'est beaucoup plus vicieux. En réalité, on peut l'observer. D'abord, il y a une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont dans la tyrannie de l'immédiateté. Donc en fait, c'est un défaut de professionnalisme auquel on assiste en permanence. Un sujet d'actualité survient, à la minute où il survient, il faut qu'il y ait des caméras qui soient en train de filmer, il faut que ce soit sur Yahoo Information, il faut qu'on en parle tout de suite. On est à l'ère de l'immédiateté. Donc, ça veut dire quoi, l'immédiateté? Ça veut dire pas de recul, pas d'études, pas d'analyse, pas d'enquête. Et l'enquête ne vient que dans un second temps, troisième temps d'information. Donc, c'est ce qui explique effectivement que les médias et surtout la télévision, les chaînes d'information en continu vont en fait déverser énormément de bêtises en permanence sur un sujet. Après, ils ont des logiques, encore une fois, d'abord, je dirais, intégrées de leur champ de croyance. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu veux rentrer dans un média en tant que journaliste. D'une certaine manière, il faut que tu matches avec l'état d'esprit de la rédaction. Si toi, tu es je sais pas, je dis n'importe quoi, toi, en tant que journaliste, tu es un anarchiste et que tu vas travailler au Figaro, mais tu vas pas faire 5 minutes. En fait, on va te virer ou toi-même, tu vas t'exclure parce que tu seras en désaccord profond. Donc, en fait, il y a déjà une reconnaissance des gens qui travaillent entre eux, de leur vision du monde, de leur idéologie commune. Tu vois ? Quand tu vas recruter quelqu'un, tu vas le faire parce que, oui, tiens, lui, il me correspond bien. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a une espèce encore une fois, de conditionnement et d'autocensure inconsciente. Hein. Comment ça se passe quand une conférence de rédaction? Avant un journal,
le matin, ou tu vois, quand tu as une réunion avec tous les collaborateurs, tu vois, le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, les journalistes vont lui proposer des sujets. On va dire, ah ben moi, je voudrais parler de ces animaux qui sont morts en Russie, ou je voudrais parler du Watergate, c'est n'importe quoi, d'accord? Et le rédac chef, ainsi que ce conseil de rédaction, va dire, non, oui, ça c'est un sujet qui me semble porteur, d'accord pour parler de ça, mais tu vas en parler sous cet angle. Donc, je vais t'envoyer moi à Kinshasa, mais pour que tu parles de ce sujet à travers ce point de vue, tu vois. Donc, c'est des discussions communes qui vont être prises dans la rédaction pour savoir comment on va traiter certaines informations. Alors, je peux te donner un exemple qui est lointain de la politique, mais tant mieux, parce que ça montre bien quand même que c'est les mêmes procédés. J'avais, quand j'étais jeune, fait un passage par un magazine de cinéma. Je ne vais pas le nommer, parce que ça ne sert à rien. Il y a donc des critiques de cinéma qui sont envoyées sur les avant-premières. Et ben, je me souviens avoir assisté à cette scène où le directeur de la publication a décidé de mettre telle de ses critiques, parce qu'il sait que telle de ses critiques, il va avoir une plume hyper acerbe, et que, en fait, le film qui va sortir là, il n'aime pas le réalisateur. Et tu vois, devant moi, il a clairement dit, tiens, on va mettre lui dessus, comme ça, il va nous faire un papier bien, bien sanglant, alors qu'il n'a pas vu le film. Tu vois, donc il y a déjà, encore une fois, quand on va faire un documentaire, quand on va faire un reportage, quand on va faire en fait un acte d'information de communication, on le prépare en ayant un plan de ce qu'on va dire. Tu vas pas filmer tout sur un événement. Tu vois, par exemple, alors j'ai envie de prendre l'exemple du 11 septembre, parce que c'est un exemple qui est grossier par rapport à ces négligences de l'information. Tu me disais sur des événements internationaux, le 11 septembre, lequel peut être plus puissant que celui-là, et il y a eu tellement de désinformation. Et il y a une chose qui est particulièrement frappante, tu vois, c'est l'histoire des passeports des terroristes qui auraient été embarqués dans l'avion qui se serait écrasé sur le Pentagone et qu'on aurait retrouvé intact à 15 km de là, alors qu'on n'a pas retrouvé d'avion ni de corps. Tu vois, ça, c'est assez fabuleux, par exemple, de croire à un mythe pareil. Comment le passeport du mec sort de sa poche, tu vois, lui survit à la désintégration, puis on le retrouve à 15 bornes, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux. Mais les médias, eux, d'où ils prennent leur information? Tu crois que les médias, ils envoient ils ont des conseillers spéciaux? Les médias, déjà, pour la plupart, aujourd'hui, l'information quelque part n'a pas d'argent. Hein, alors évidemment, TF1 a plus d'argent que 20 minutes, tu vois, mais pour la plupart, ils vont chercher l'information dans des agences de presse. L'agence France Presse ou l'agence Reuters sont des centrales d'information, donc il y a des envoyés spéciaux dans le monde entier, et eux, ils vont centraliser l'information. Et le journaliste, lui, c'est un journaliste de bureau. Il est devant son ordinateur, il va se connecter à l'AFP, à l'agence France Presse, et puis il va observer, les différentes informations qui sont en général purement factuelles. Et le travail du journaliste, c'est de interpréter ces faits pour nous dire comment on doit les comprendre. Il faut bien comprendre, c'est ça le métier de journaliste. C'est pas être un grand reporter. C'est pas celui qui va collecter des faits. C'est celui qui va interpréter les faits qui ont été collectés par les collecteurs d'informations qui, eux, étaient sur place. C'est comme ça qu'on construit l'information en vérité, tu vois. Donc, le 11 septembre, les médias, eux, ils veulent quoi? Ils veulent donne-moi de la matière, parce que j'ai rien à dire. Ok, j'ai montré 400 fois la tour qui s'effondre. 400 fois, tu vois bien, le trauma. On te le répète, on te ressuscite la tour, on te la refait effondrer tout le temps, on ressasse. Et pendant ce temps, on dit quoi comme information? Rien. On ne te donne aucun élément d'information, on t'hypnotise avec cette danse des tours qui tombent et qui se ressuscitent, tu vois, qui te choque, en fait. Et pendant ce temps, on essaie de gratter de l'info partout. Donc, qui est le premier émetteur de l'information concernant les attentats? L'État, les gouvernements. Puisque qui d'autre a des informations à ce propos? Le journaliste sur place, lui, il peut aller interviewer le gars qui est sorti de la tour. Il peut aller interviewer le pompier. Mais il n'aura pas des informations comme « Ah, on a retrouvé le passeport du mec et en fait, c'est Al-Qaïda et c'est machin. » Et « Ah, regarde, tu vois ?» Donc, ces informations complètement, pour moi, hallucinatoires, tu vois, elles sont là pour
pour te rendre complètement compte, je veux dire. Et ben, les journalistes eux-mêmes ne sont plus en distanciation. Ah, il y a cette info, ah, c'est énorme, voilà, on sait qui c'est. Ça y est, on a avancé dans notre récit médiatique, puisque depuis 3 heures, on est en train de dire que les tours sont effondrées. Une fois que tu as donné cette information, tu fais quoi? Bah, tu attends la suivante. Et donc, dès qu'ils en ont une, ils vont même pas chercher à la vérifier, ils vont même pas, d'ailleurs, même eux-mêmes étant captivés, fascinés par ce qui est en train de se passer, n'ont pas le recul émotionnel pour se dire que cette information est absolument incrédible, tu vois, enfin, qu'on ne peut pas y croire. Mmh. Donc, ça se passe d'une manière qui est plus compliquée, et finalement, les journalistes eux-mêmes sont captifs, au fond, de ces logiques éditoriales, tu vois, qui vont s'exercer par des pressions indirectes et très, très rarement de manière directe. Encore une fois, ça arrive. On se souvient de Nicolas Sarkozy, je prends cet exemple-là, mais il y en a tellement qui, quand il s'est séparé de Cécilia Sarkozy, et que Cécilia s'est remis avec Richard Attias, qui a été le mec qui était avec elle après, son mari suivant, quelques mois plus tard, il y a Paris Match qui a fait une couverture sur Cécilia et Richard Attias. Eh ben, le directeur de la publication de Paris Match, qui était là depuis 20 ans, s'est fait virer immédiatement. Donc là, c'est très direct, tu vois, mais c'est très rare. La plupart, c'est des finalement auto-suggestions, auto-censure et pression implicite par le biais du travail et non pas finalement de l'information. Alors, avec cette démonstration que tu viens de faire sur la source de l'information, donc soit les agences de presse, soit finalement les lignes gouvernementales qui donnent des informations, tu sais, on a eu les mêmes en France hein, avec les attentats. Bizarrement, on a retrouvé les cartes d'identité de tous les terroristes gentiment à la vue de la police, au bon endroit, là où il fallait. Voilà. Donc on est dans la même disposition, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui donne cette information. Surtout quand on a des problèmes de politique internationale, intérieure, des choses qui sont des sujets en fait confidentiels. On est dans des états de guerre. On sait, sur la guerre du Golfe, il y a eu plein d'études qui ont été faites pour montrer qu'il y a eu de la désinformation. Donc on sait que oui, on est dans la désinformation. Là où je mets une nuance juste dans ce propos, c'est que c'est sur la raison de cette désinformation et son origine. L'origine première de la désinformation, c'est l'impossibilité pour la presse d'aujourd'hui, pour les journalistes d'aujourd'hui, de faire leur métier d'analyste, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que si eux-mêmes n'ont pas l'état d'esprit qui correspond à celui que la chaîne veut diffuser, alors ils ne s'intègrent pas dans les rédactions, ou ils s'y plient à cette pression à la conformité. Voilà. Donc ça, c'est mon analyse, en tout cas, on va dire, pour l'avoir vécu de l'intérieur. Et il faut entendre également que les médias ne font pas l'information tout seul. Il n'y a pas un journaliste qui est tout seul à faire l'information. C'est un collectif. Et ce collectif, en vérité, échappe complètement à celui qui produit cette information. Alors, je donne un exemple très con. Moi, je travaillais sur un Secret Story. Alors, on est sur des sujets beaucoup plus légers, mais au fond, on n'arrête pas de dire la télé-réalité, c'est truqué et tout. Eh bien, c'est truqué, mais pas du tout comme on pense que ça l'est. Ah oui, donc Secret Story, Loana dans la piscine, donc le scénario, c'est toi, c'est ça? Alors moi, j'étais pas sur Loft Story avec Loana. Ah pardon, c'est Loft Story. Alors, ce qui est intéressant justement dans ta remarque, tu vois, c'est que justement, les gens pensent que c'est des acteurs à qui tu dis de faire ceci ou cela, ce qui est absolument faux. Tu ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire, mais tu vas les influencer. En gros, tu vas les manipuler. La rédaction va essayer d'influencer le candidat pour qu'il agisse dans le sens de son intérêt. Maintenant, le candidat lui-même est auto-formé à la télé-réalité. Il a compris ce qui faisait qu'on allait parler de lui dans l'émission. Tu vois, en gros, si tu es un mec normal, que tu es sympa et intelligent, tu n'as rien à foutre dans ce programme. Et c'est sans vouloir offenser ceux qui y participent. Mais c'est une machine à histoire. Et donc, je donnais l'exemple de la télé-réalité pour t'expliquer que l'information est un processus collectif. Toute œuvre audiovisuelle ou médiatique, en fait, d'une manière générale, est une œuvre collective. Sur Secret Story, il y a près de 250 personnes qui construisent ce programme quotidiennement. Je ne sais pas si tu te rends compte le nombre que ça fait. Alors,
je dis bien 250, entre le mec qui, quelque part, est le producteur, qui produit l'émission, d'accord? Donc, TF1, Endemol, en dessous Endemol, la filière d'Endemol. En dessous ça, tu vas avoir le producteur, le rédac-chef, en dessous, tu as des journalistes en chef, puis tu as des sous-journalistes, puis tu vas avoir le cadreur qui va répondre aux ordres du réalisateur, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui participe à ce programme. Et on observe bien d'ailleurs que Secret Story, par exemple, c'est plusieurs programmes en un. Tu vois, tu as une quotidienne, tu as une émission du soir, un prime, et tu as des programmes sur Internet, tu vois, des trucs spéciaux sur Internet, l'after, le before, enfin, on n'en peut plus de pondre des programmes parallèles avec ce programme. Donc, imagine la cohérence narrative, comment tu fais pour tenir ça? En fait, c'est impossible. C'est-à-dire que, en vérité, c'est construit, mais c'est pas, ça n'est pas maîtrisé. Il y a des conflits d'intérêts, même au sein de ces équipes-là. D'abord, des conflits d'intérêts purement pragmatiques. Je te donne un exemple. Moi, mon travail, c'était d'être ce qu'on appelle un stimuli. Alors, le stimuli, c'est génial parce que c'est celui qui est là pour stimuler le candidat, pour qu'il se passe quelque chose dans l'histoire. Donc, on est les scénaristes du réel, tu vois. Et donc, tu vas stimuler ton candidat pour qu'il se passe quelque chose, mais ton rédac-chef, elle va venir te voir, elle va dire, ah ben moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la rivalité qu'il y a entre machin et bidule, tu vois. Et toi, tu te dis, oui, mais c'est des meilleurs copains, donc il n'y a pas de rivalité. Eh bien, il faut en créer une. Très bien. Donc, toi, tu es stimulé, tu vas dire, ah, bah tiens, on va faire un jeu où on va les mettre tous les deux en chef d'équipe opposés. L'un va gagner, l'autre va perdre. Et puis, tant qu'à faire, on va même créer, pour accentuer cette rivalité, on va ajouter une petite mission secrète à l'un des deux pour qu'il aille être vachement sympa avec la meuf de son pseudo-rival, de son meilleur ami. Exemple, tu appelles le candidat au confessionnal, puisque c'est un jeu avec des missions secrètes, et tu vas lui dire, ah voilà, en ce moment, Alexandra, elle se sent pas bien, elle est fatiguée, elle a besoin de câlins. Tu vas être son meilleur ami. Pendant 4 jours, tu vas tout faire. Tu vas lui faire des massages, tu vas lui servir un verre de vin toutes les 5 minutes. Tu vas t'occuper d'elle avec amour, voilà. Le mec, on lui donne 2000 balles pour le faire. Alors, c'est 2000 balles virtuelles, mais enfin, c'est la carotte, tu vois, qui fait marcher l'âne. Et donc, le mec sort de là. Alors, lui, il n'est pas con, le candidat. Tu vois, il se dit, attends, pourquoi on me demande de faire ça? S'il n'est pas con, il comprend qu'en fait, on veut l'embrouiller avec son pote. Donc, il va faire en sorte de faire la mission, mais sans, tu vois, en sauvegardant cet espace. Parce que, imagine, toi, tu n'es pas au courant de la mission secrète. Tu vois ton pote qui sort, qui se met à faire des massages à ta copine, à lui apporter des tartines beurrées et tout. Tu dis, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Il drague ma meuf ou quoi? Tu vois, donc, c'est ça le concept, c'est de créer des situations pour conduire une histoire et mettre une tension qui a été décidée au départ. Alors, c'est des situations de merde, des émissions de merde, on est bien d'accord. Mais si on reporte, est-ce qu'on ne peut pas le transposer sur notre réalité à nous? Pour finir ce développement, ok, il y a entre la rédacteur en chef qui me demande d'écrire un truc pareil, et ensuite le fait qu'on va le mettre en place, il y a combien de gens qui vont participer à l'écriture de cette histoire? C'est-à-dire, ok, le rédac-chef, il a une intention, ok, lui, moi j'ai une intention à ce moment-là, au moment où je demande au candidat de faire ça. Oui, le candidat, il a une intention. Chacun d'entre nous, plus celui qui filme, le cadreur qui va nous montrer le candidat d'une certaine manière, tiens, est-ce qu'il va le rendre beau ou est-ce qu'il va le rendre moche, plus le monteur qui derrière va réécrire l'histoire en la résumant, en enlevant des images, en remettant de l'histoire à l'intérieur de l'histoire pour la rendre plus dynamique. Un épisode d'un soir qui dure 50 minutes, il est résumé, enfin, c'est le résumé d'une journée. Donc 24 heures en 50 minutes, c'est forcément schématique. Donc c'est exactement la même chose dans l'information d'une manière générale. Entre l'événement et le public, il y a une chaîne de responsabilité que tu ne peux pas concevoir. Toi, tu reçois le programme, tu as l'impression que c'est un mec. D'ailleurs, souvent, on marque le nom du mec, on croit que ça y est, il a toute responsabilité. Non, il y a une chaîne, il y a une commission éditoriale, il y a des actionnaires, il y a des directeurs. Tu vois, en fait, tu as un niveau de validation entre le moment où toi, tu produis le truc et le moment où c'est validé et diffusé. Il y a eu 15 personnes minimum qui ont participé à ça et qui ont mis leur touche. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut relativiser quand même cette idée que le média est en pleine
dans une manipulation hyper intelligente, etc. C'est impossible. Justement, relativiser ou pas, ma question c'était, est-ce que au contraire, on ne peut pas transposer ce mécanisme machiavélique qu'il y a dans la télé-réalité à notre réalité? J'aurais même envie de rajouter le mot matriciel derrière. Tu vois, est-ce que finalement, t'as pas des sortes de gros mass médias qui sont là pour faire bouger, je sais pas, d'un côté la Chine, de l'autre côté, ils sont... Tu vois ? Évidemment, mais on s'en fait une représentation simpliste. On pense qu'il y a un mec qui va dire, il va donner des ordres directs, alors qu'en réalité, c'est une chaîne de responsabilité qui va faire que, oui, il y a une intention de nous convaincre et de nous montrer le monde d'une certaine manière. Et là, on a juste effleuré, j'ai juste parlé de l'angle, mais je voulais parler de l'effet de cadrage, peut-être dans une autre discussion on aura le temps, ou de comment le montage, ou comment la mise en scène elle-même, c'est-à-dire le fait de choisir de faire un cadrage comme ça, de mettre l'intervenant là dans un bureau ou de le mettre dans une cuisine, ça n'a pas le même effet sur notre mental. Donc tous ces éléments mis bout à bout conditionnent en vérité finalement l'information telle qu'on la reçoit. Mais c'est pas comme on l'imagine, le téléphone rouge, tu vois, direct de l'Élysée ou de Danone, pardon, tu vois, du CAC 40 à la chaîne. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus pervers et vicieux. Et là où oui, tu as raison, c'est qu'évidemment, on est dans une société en vérité qui est toujours dans cette... où la manipulation est très présente. Donc, toi-même, tu vois, moi j'ai fait l'expérience de Secret Story, mais j'avais l'impression d'être moi-même un sujet de laboratoire. C'est-à-dire que tu as des mecs que tu vois vivre à travers une vitre. Tu te dis, c'est surréaliste. Mais toi-même, tu es dans un bocal. Et ceux qui sont au-dessus de toi, ils te manipulent. Ouais, c'est comme dans l'affaire Pélican. Non, c'est pas l'affaire Pélican. Comment il s'appelle ce film avec c'est Yves Montand? Je sais plus. Ou bon, en fait, tu vois, le seul qui a la conscience de la manipulation, en vérité véritable, ou du but des choses, la fragmentation du travail, le fait que chacun ait une micro-tâche, fait que personne n'a la vue globale des choses. Chacun participe. C'est comme dans une banque, tu vois. Tu as le guichet, le mec du guichet, il sait pas. Il va faire une opération qu'on va lui demander de faire, mais il sait pas pourquoi il l'a fait. Le mec qui est au-dessus, le conseiller, lui, on lui demande de faire un truc, tu vois, mais il a son périmètre à lui. Et il y a juste les mecs qui sont tout en haut qui, eux, savent au final la véritable direction qu'ils vont donner aux choses et pourquoi on va par là. Tu vois, et c'est ça, c'est que au sein des médias, il y a une telle division du travail que personne qui participe à ça ne peut être en pleine conscience de ce qui est en train de se passer. Et je te donne un exemple de quand je te dis on nous manipule. J'ai travaillé j'ai fait du casting aussi, tu vois, j'ai recruté des gens pour des émissions de télé. Et j'ai notamment travaillé pour TF1 et on faisait travailler sur une émission qui était franchement pathétique, mais qu'on nous présentait comme, elle n'a pas été diffusée, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait marche arrière, ils l'ont produit, mais ils l'ont pas diffusé, c'était trop honteux. On nous présentait ça comme le club des ex, ça s'appelait, où c'est genre 5 copines, tu vois, style Sex and the City, les bonnes copines, qui vont aider une pauvre meuf qui s'est fait larguer le jour de son mariage. Alors on te dit, tu vois, c'est une émission positive, on est là pour faire du cocooning entre copines, tu vois, dans une dynamique d'épanouissement, etc. Et on te dit, bah, trouve des filles qui ont envie d'être là-dedans. Tu vois, donc toi, tu fais ton casting. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu fais ton casting, tu es en train de comprendre qu'en réalité, on te dit pas tout sur cette émission. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre que, ouais, mais en fait, l'idée, c'est de se venger du mec. Donc, il faut que le mec, il vive pas loin. Et puis, tant qu'à faire, ça peut être un alcoolique, tu vois. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu découvres ce à quoi toi-même tu participes. Tu vois ? Donc, il faut pas être en ignorance de ça et ne pas condamner, mettre tout le monde dans le même sac. C'est que c'est une chaîne de responsabilité. Et c'est ça qui nous conduit, en fait, dans le mur. C'est qu'il y a trop de... Il y a trop de dilution, tu vois. Au fond, on n'a pas cette maîtrise. Et ceux qui ont vraiment la vision globale, en fait, tu n'as jamais accès à eux. Et tu ne sais pas qui c'est. C'est ça, tu vois. Ouais. Lily, on va
juste finir sur un dernier petit sujet avant de conclure cette discussion très intéressante, puis on y reviendra, hein, parce qu'effectivement il y a encore beaucoup de choses à dire. Comment est-ce que nous, du coup, médias alternatifs, on se positionne par rapport à cette manipulation? Est-ce qu'on est aussi victime de cette manipulation? Est-ce qu'au final, on n'en userait pas d'une certaine façon et de la même façon que le font les médias mainstream? Alors, très bonne question, et j'y réponds tout de suite en disant non. Il y a une très grande différence entre un média structuré, professionnel, en fait, et un média amateur. Hein, parce que la grande différence, c'est qu'il y a de l'argent ou qu'il n'y en a pas. Donc, il y a des intérêts ou il n'y en a pas. Dès qu'il y a de l'intérêt, évidemment, on peut suspecter, on peut remettre en cause la question de l'objectivité, de la neutralité, de l'honnêteté, en fait, de ce qu'on va nous proposer. Donc, les médias traditionnels sont très forts pour brouiller les pistes entre tiens, là on communique ou là on fait de l'information. En fait, ils communiquent tout le temps. Donc c'est vrai que voilà, sur ce point, il y a quand même un enjeu très différent. Néanmoins, le danger aujourd'hui pour moi des web TV, de tous ces médias alternatifs, c'est ce problème de compréhension des mécanismes des récits. Parce que soi-même, quand on est investigateur, quand on est journaliste, on apprend quand même. C'est des techniques, c'est un métier. On apprend comment on va interroger un sujet. On apprend aussi comment on va fabriquer l'information, mais aussi on va apprendre comment ça va influencer le mec qui t'écoute. Donc normalement, si tu as une éthique, tu sais que quand tu vas faire cette information, ça peut provoquer telle chose dans la société. Alors voilà. Et donc ça, c'est vrai que les médias alternatifs ont-ils ou pas une conscience de leur propre responsabilité? Ça, c'est une question importante. Et puis, j'ajoute, quelle est leur source? Quelles sont leurs sources? Puisque si on ne fait pas confiance aux médias mainstream pour être une source d'information fiable, si on ne croit pas donc aux informations même données par l'AFP, par exemple, ces groupements de presse, alors c'est quoi notre source? Est-ce qu'on devient nous-mêmes des investigateurs ou est-ce qu'on est encore des investigateurs de chambres à coucher, de salons, d'ordinateurs, comme les journalistes mainstream qui n'ont plus l'opportunité d'aller sur place, d'enquêter? Donc le média alternatif, il a plus de temps, d'une manière générale, parce qu'il n'est pas soumis à une tyrannie d'audience, il ne doit pas produire du contenu chaque jour, il ne doit pas être dans l'immédiateté. Il a quand même la possibilité du recul. Donc ça, c'est un avantage par rapport, effectivement, à ces médias mainstream. Mais il a le désavantage d'avoir un problème de légitimité par rapport à ses sources. Pourquoi lui va être crédible ou pas? Donc sa source souvent, c'est Internet. Et Internet, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Et il y a une grande difficulté par rapport à l'origine des images qui sont diffusées sur Internet, puisque Internet, c'est le recyclage permanent. Donc une image qui émerge en Allemagne, par exemple, je vais être très concrète sur cette question et essayant de le faire rapidement. Quand Michael Jackson est mort, on a assisté à un phénomène où on a dit que Michael Jackson n'était pas mort et qu'il avait mis en scène sa propre mort. Moi, j'ai étudié vraiment ce sujet-là, je l'ai suivi de manière très précise, et je me souviens que le jour même de la mort de Michael Jackson, on a montré, il y a eu depuis l'Allemagne une vidéo qui a été postée sur YouTube, c'est la première fois qu'elle est apparue à ce moment-là, où on voit Michael Jackson sortir d'une ambulance. Évidemment, c'est un fake. D'ailleurs, le mec qui produit cette image ne prétend pas à ce que ce soit vrai. C'est une blague. Mais cette image, elle migre. Elle a plusieurs temps d'utilisation. D'autres utilisateurs la voient et ne sont pas au courant que c'est une blague. Et eux, ils disent « Oh, c'est une preuve !» Donc, ils vont reprendre cette image, la remettre dans leur contenu, qui eux-mêmes vont être vus par d'autres gens, qui vont en faire peut-être une source d'information. Et on va te dire « Cette image, c'est la preuve que… » Tu vois, donc c'est le danger. Le danger, c'est qu'il faut être en conscience aussi qu'on est dans une écriture collective, qu'on est dans le mythe, et que plus il y a de gens qui participent à l'écriture de cette histoire, plus il y a de subjectivité personnelle qui s'exprime. C'est comme je le disais tout à l'heure, dans un programme où il y a 250 personnes qui interviennent dans l'histoire. Est-ce que tu as encore le contrôle de ce que tu racontes? Est-ce que tu as maîtrisé chacun des aspects? Est-ce que tu as été, toi, personnellement, vérifié que cette image est vraie? Est-ce que l'autopsie de l'extraterrestre, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu avais ton expert à toi ou que tu sais que lui, il est neutre? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus à l'information. C'est l'information qui vient à nous et on se contente de la relayer
de la commenter, de la réinterpréter, au lieu finalement de la questionner. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui est de l'ordre du fait? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation? Et donc, ça, c'est le danger principal auquel on s'expose forcément quand on crée de l'information, qu'on soit un professionnel ou pas, en fait. Oui, tout à fait. Bon, et dans ta réponse, du coup, ça m'a rassuré un petit peu par rapport aux gens avec qui je collabore, hein, comme par exemple José Bouillon, qui lui est un enquêteur de terrain, donc il va aller chercher effectivement sur place la véracité de l'information. Des gens comme Margret, qui lui va interviewer directement des gens qui sont aux États-Unis, tu vois, aux quatre coins du monde. Pour avoir leur témoignage direct, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on essaye, dans la mesure du possible, de... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une intention noble au final. Et même, tu vois, moi je me souviens d'avoir rencontré Pujadas et qu'on lui disait, quand j'étais à ma fac de journalisme, là, on lui posait plein de questions, on lui disait, mais enfin, vous voyez bien que vous êtes subjectif. Et le mec disait, mais non, mais pas du tout. Tu sais, il était sincère, quoi. Le mec, il y croyait. Et toi, t'y crois, moi j'y crois. On est sincère dans notre désir de transmettre quelque chose qu'on croit vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on croit vrai. Tu vois, et que tout est subjectif. Et qu'encore une fois, tel sujet ou tel témoin, pourquoi lui, je lui porte crédit et au nom de quoi, tu vois. Et donc, on demeure quand même tous ensemble là, dans ce conflit des interprétations. Bien entendu. D'ailleurs, ma maxime, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais que la vérité est multiple. Donc à partir de là, l'information, je la traite effectivement de façon toujours nuancée. Voilà. C'est vrai. Et puis, on a le droit d'entendre tous les points de vue, c'est très enrichissant. Et chacun possède une part de la vérité d'une certaine manière. Hein. Il ne faut pas exclure les gens. C'est pas parce qu'il y en a quelqu'un qui voit quelque chose différemment, il a peut-être un angle de vue différent. Et cet angle, n'oublions pas, le réel est une sphère. On ne peut jamais la voir en entier. Donc lui, il regarde d'un côté c'est jaune, d'un côté de la sphère c'est jaune, de l'autre c'est bleu. Et là, les mecs, ils vont se taper la tête, taper l'un contre l'autre pendant l'éternité, parce que l'un va dire c'est jaune, l'autre va dire c'est bleu. Mais c'est peut-être jaune là, bleu là, rouge là, puis multicolore ailleurs. Tu vois, cette réalité est complexe. Et c'est dommage parce que j'ai une image qui était intéressante, une publicité du Monde là, on pourra juste montrer de manière subliminale rapidement, mais qui nous dit que finalement, on ne sait rien quand on ne sait pas tout. Et le Monde prétend avoir une information plus large, donc ils se vendent à travers ça, évidemment, avec cette idée qu'eux vont te dire plus de choses que les autres. Mais en vérité, on ne sait jamais tout. Le contexte d'une information est très large, très vaste, et on peut interroger un même sujet sous tellement d'angles différents, sous un angle historique, sous un angle sociologique, sous un angle personnel, sous un angle philosophique, tu vois. En fait, c'est interminable, et donc une réalité ne peut être circonscrite, en fait. Elle est forcément fragmentée en des objets d'information qui sont des unités et qui doivent être rassemblés comme dans un grand puzzle, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est tout à fait vrai. On ne sait rien tant qu'on ne sait pas tout, et donc on ne sera jamais rien parce qu'on ne pourra jamais tout savoir, malheureusement.